Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce lundi 12 janvier. Voici les principales informations que nous allons développer. Une carte vitale temporaire délivrée aux malades évassanés ou encore aux Polynésiens en déplacement dans l'Hexagone. C'est la volonté de la CPS qui discute avec la Sécurité sociale pour trouver un accord. On vous en dit plus au début de cette édition. Fini les vacances pour plus de 47 000 élèves polynésiens. Aujourd'hui, c'était la rentrée des classes, synonyme d'embouteillage, de réveil matinal et d'organisation pour les parents. À Moorea, il y aurait eu des perturbations pour le transport scolaire. On va en parler avec notre invité Roni Teripaya, ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Culture. Une proposition de loi de Meriana Red-Arbelo vise à supprimer le seuil d'1 millisievert pour reconnaître la contamination des victimes des essais nucléaires. Si le texte est adopté, toute personne ayant vécu au Fénois entre 66 et 74 pendant les essais nucléaires atmosphériques sera automatiquement reconnue comme exposée. La technique des craquements de bouteilles serait utilisée en Nouvelle-Calédonie lors des plongées pour attirer les requins et les observer. Le sujet fait débat sur le Caillou et on vous dira pourquoi à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. Pour ouvrir ce journal, on parle de la prise en charge des malades polynésiens évassanés dans l'Hexagone. Elle pourrait évoluer. La CPS, la Caisse de prévoyance sociale, milite pour un projet de carte vitale temporaire qui serait délivré à tout Polynésien en parcours de soins ou non. Un changement qui devrait soulager les familles dans le parcours de soins. Les explications avec Patrick Régis et Jérôme Lee. Du coup, je peux t'expliquer à toi aussi. Séance d'explication de texte informelle de Moueta Wheeler, secrétaire au conseil d'administration de la CPS, sur le projet de carte vitale à destination des Polynésiens. Une carte temporaire qui serait délivrée aux malades en parcours de soins dans l'Hexagone, car pour l'instant, même évassanés, certains patients sont très souvent amenés à mettre la main à la poche afin de régler directement des actes de soins ou encore des médicaments. Cette carte vitale, c'est une carte vitale dématérialisée, temporaire. Elle va permettre aux malades évassanés ou à n'importe quel, aux Polynésiens qui seront en France, elle va leur permettre de pouvoir bénéficier de soins. Autre bénéfice de ce système pour les Polynésiens dans l'Hexagone, une plus grande simplicité pour la prise de rendez-vous médicaux, l'accès aux urgences et aux soins ambulatoires par exemple. Sans cette carte, vitale pour les soins, certains Polynésiens peinent à accéder aux services de santé dans l'Hexagone où ils sont considérés comme étrangers. Ça va venir vraiment régler le problème des patients qui vont en province, même s'ils ne sont pas très nombreux. Là, je parle vraiment que de cancer. Ils ne sont pas très nombreux à y aller. Mais oui, ça va venir faciliter ça. Ça va venir aussi régler quelques manquements sur Paris parce qu'on a encore malheureusement certains labos ou pharmacies qui ne sont pas forcément conventionnés avec la CPS. Ce projet de carte vitale temporaire devrait à terme bénéficier à tous les Polynésiens et pas uniquement aux évassanés. Aujourd'hui, quand vous venez et que vous êtes affilié à la sécurité sociale, il existe cette possibilité de s'enregistrer à la CPS et que les remboursements se fassent entre les deux caisses. Et c'est vrai que pour solutionner les problèmes de nos évassanes, il fallait qu'il y ait une réciprocité. Étudiants, salariés en déplacement professionnel ou simples vacanciers, chaque habitant du Fénois bénéficierait d'une couverture sociale dès son arrivée dans l'Hexagone. Et ce projet d'accord entre la CPS et la Caisse de sécurité sociale pourrait même donner lieu à une extension pour une prise en charge dans l'espace européen des étudiants polynésiens du dispositif Erasmus. Vous avez peut-être été pris dans les embouteillages ce matin. Pas de doute, c'était bien la conséquence de la rentrée des classes. Ce lundi, 47 000 élèves ont retrouvé le chemin de l'école. Une reprise en douceur entre la fin des vacances et le plaisir de retrouver les camarades. Mélissa Chang et Teiva Ribé étaient dans des écoles de Papeete ce matin. Le retour à l'école est un peu difficile pour Hannah Eva après un mois à la maison. Heureusement, elle peut compter sur l'humour de son papy pour la réconforter. Dès que je suis arrivé chez eux, j'ai dit « C'est les vacances !» Après, tiens leur tête, ce vieux-là. On est parti 3 semaines. Après, là, on est resté 1 semaine. Et aujourd'hui, c'est la rentrée. Et j'ai pas envie. Les agents de proximité ont également repris du service afin d'assurer le bon déroulement du dépose-minute des enfants devant le stade Willy Bombridge. Ça fait du bien de déposer les enfants après les vacances, ouais.
Mais sinon, ça va, la circulation était correcte. C'est aussi un jour important pour les enseignants qui ont profité des vacances pour faire évoluer leur méthode de pédagogie. J'ai repris une semaine avant parce que nous avons un dispositif du stage de réussite. Donc nous avons pu accueillir quelques élèves pour une remise à niveau, etc. Yorana, bonne rentrée, bonne année. Au lycée Paul Gauguin qui compte 1700 élèves, certains jeunes s'attellent aux derniers exercices avant de retrouver leur professeur. Je n'ai pas vraiment eu le temps pendant les vacances. J'ai préféré profiter que de devoir faire mes devoirs. Et parmi tous ces lycéens, 200 d'entre eux reprennent le chemin de l'internat. C'est dur de reprendre le réveil parce qu'il fallait se réveiller tôt. Ce matin, je me suis levé à 4 heures. La nouveauté dans cet établissement, c'est la réduction de l'usage du téléphone dans l'internat, un choix fait en concertation avec les élèves, leurs parents et le corps enseignant. Pour leur permettre de mieux dormir, de mieux se reposer et donc de mieux appréhender les compétences et les connaissances. Et donc nous avons été destinataires de petites sacoches qu'ils vont sceller directement le soir avant de dormir et qu'ils décelleront le matin, de façon à ne pas interdire mais à impliquer les élèves dans le meilleur usage du téléphone portable. Au total, 47 000 élèves ont fait leur rentrée ce matin sur l'ensemble du territoire polynésien. Et pour parler de cette rentrée du mois de janvier, nous recevons le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Culture. Bonsoir, Roni Teripaya. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a donc entamé aujourd'hui le 6e mois de l'année scolaire. On est à mi-parcours en quelque sorte. Par rapport aux exigences que vous vous êtes fixées au cap de la lettre solennelle 2025-2026, je pense à la lutte contre l'absentéisme, contre le décrochage scolaire. On vient d'entendre le stage de réussite à travers une professeure. Que feriez-vous aujourd'hui sur cette année scolaire? Qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Quel bilan feriez-vous? Moi, je me tire un bilan plutôt positif, puisque l'un des objectifs premiers, c'est de mettre en place tous ces dispositifs pour pouvoir accompagner nos élèves, mais aussi accompagner nos équipes d'enseignants, de direction, qui travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte de créer cet écosystème que l'on veut mettre en place pour justement atteindre cet objectif qui est celui de la réussite des élèves. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien comme chose nouvelle, on va dire, mise en place sur cette rentrée scolaire, en tout cas la dernière rentrée 2025-2026? Je pense que tous les projets qui sont mis en place fonctionnent. C'est la raison pour laquelle on a besoin de moyens supplémentaires, non seulement en termes financiers, mais aussi matériels, pour accompagner toutes nos équipes, pour faire en sorte d'atteindre des objectifs, notamment dans le cadre des stages de réussite, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais aussi tous les dispositifs, les projets innovants qui sont mis en place au sein des établissements pour permettre justement d'ouvrir l'élève sur le monde, et notamment tous les projets qui sont axés sur l'agriculture polynésienne. Comme vous le savez, c'est un des points forts du ministère actuel, puisqu'il contribue largement à la réussite des élèves, puisque toute la question sur l'identité polynésienne, sur l'appartenance, c'est quelque chose dans lequel les élèves se retrouvent. C'est la raison pour laquelle on met en place une école qui rassemble et qui ressemble. On va parler justement de l'ancrage culturel, mais vous dites que vous avez besoin de plus de moyens, c'est-à-dire? Par rapport à tous les projets qui sont mis en place, les projets innovants, on a besoin que la DG2E mette tous les moyens, notamment en termes financiers, pour pouvoir accompagner toutes les équipes, tout simplement. Mais aussi au niveau culturel, parce que comme vous le savez, il y a de plus en plus d'associations qui veulent mettre en place des projets culturels innovants. C'est la raison pour laquelle nous avons la DCP qui travaille dans ce sens-là en accordant des subventions aux différentes associations. Justement, la culture, c'est l'ancrage culturel qui est votre base, en tout cas la base de votre vision de l'école polynésienne. Vous êtes aussi ministre de la Culture cette année. En tout cas, au mois de novembre, on a bien vu les festivités du Matar Inya avec les projets scolaires à travers les écoles. Est-ce que ça a été une satisfaction pour vous et est-ce que vous avez envie d'aller encore plus loin au niveau de l'ancrage culturel? Évidemment que c'est une satisfaction. Il faut toujours aller plus loin, le plus loin possible, pour faire en sorte d'abord que nos enfants intègrent véritablement cette dimension culturelle qui est très importante, puisque c'est un des atouts majeurs pour que nos élèves puissent travailler dans de meilleures conditions et surtout se retrouvent
C'est la raison pour laquelle on a mis en place cette école qui nous rassemble et qui nous ressemble, non seulement qui rassemble les élèves, mais aussi les parents. C'est important. Et l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Merci pour ces premières réponses, Monsieur le ministre. On s'intéresse désormais au transport scolaire sur l'île de Moorea, fortement perturbé ce lundi. Certains chauffeurs avaient manifesté leur intention de ne pas assurer le ramassage des élèves pour la rentrée scolaire. Résultat, il y a plusieurs dizaines d'élèves qui n'ont pas pu aller à l'école ce matin. Certains ont attendu en vain d'être transportés. Écoutez la réaction de cette maman d'élève. Ce sont les chauffeurs qui ne veulent plus venir travailler parce qu'ils ont eu un souci de... Et après, je ne sais pas où c'était. Là, on a envoyé le bus. Mais bon, bien avant les vacances, ça a toujours été comme ça. 7h30 au lieu de 7h. D'habitude, c'est 7h le bus. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui s'est passé ce matin à Moorea au niveau des transports scolaires et qu'est-ce que le pays peut faire pour, on va dire, régler cette situation problématique? Moi, les informations que j'ai, notamment de la part des chefs d'établissement, c'est que le ramassage scolaire a bien eu lieu. Peut-être qu'il y a eu des retards par rapport au ramassage, mais la société de transport m'a assuré, en tout cas assuré à la DG2E, que le transport s'est bien fait. Mais les sociétés de transport, Moorea, la DG2E, finalement, il y a aussi des enfants qui sont impactés par ces problèmes de transport scolaire à Moorea. Est-ce qu'on doit les laisser face à l'incapacité d'assurer ce service public correctement Alors, la DG2E a déjà mis en place un appel d'offres, tout simplement, pour pouvoir sécuriser le transport des élèves sur l'île de Moorea. Un appel d'offres a été lancé. Donc, 2 sociétés ont été retenues et, en principe, on devrait avoir un transport digne de ce nom sur l'île de Moorea à partir du mois de février. Un autre sujet, désormais toujours sur le transport scolaire à Outomoro, on parle donc des élèves de Punaoya. Une manifestation est prévue le 12 février prochain car le nouvel abri de bus serait inadapté. Les riverains parlent de plus de 400 élèves qui peuvent se retrouver sous la pluie le matin en attendant le bus. Est-ce que le sujet interpelle le gouvernement? Est-ce que vous en parlez entre ministres, j'ai envie de dire? Alors je vous parle, on n'a pas discuté, mais je pense que le ministre en charge des transports, on parle avec le gouvernement, le président. Je pense que c'est une question qui mérite qu'on puisse se retrouver autour d'une table pour discuter. Mais bon, ce problème, c'est pas une nouveauté. Le gouvernement a fait énormément d'efforts pour aménager ce nouvel espace pour abriter les usagers. C'est important de le signaler. Mais je pense que le gouvernement va entamer d'autres projets dans ce sens-là. Je pense qu'il faut instaurer le dialogue tout simplement. Évidemment que le ministère de l'Éducation se préoccupe du transport des élèves, parce que ce n'est pas la première fois qu'on rencontre ce type de problème. Monsieur le ministre, très rapidement, cette année, il y aura une grande exposition à l'occasion des 60 ans du premier tir, Aldébaran, le 2 juillet 2026. On parle de nucléaire, bien sûr. Le fait nucléaire est enseigné désormais à l'école. Ce sera un moment particulièrement important dans le calendrier scolaire, avant les vacances. Alors, je pense que ça va être inscrit dans les projets des classes, puisque, comme vous l'avez évoqué, le fait nucléaire est enseigné dans les établissements scolaires, c'est important de le signaler. Il faut justement inviter les enseignants à saisir cette opportunité pour en discuter avec les élèves et travailler autour de ce projet. Pour les inciter donc à venir assister à cette exposition. Merci beaucoup, Roni Teripaya, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et on parle toujours de nucléaire. Faciliter la reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, c'est l'objectif d'une proposition de loi portée par la députée Meriana Redarbelo. Si le texte est adopté, les victimes n'auront plus à prouver un seuil précis de contamination. Pour soutenir la démarche, le pays va également lancer une enquête scientifique sur les conséquences des essais sur les îles proches des sites de tir. Les détails avec Juan Potorou et Marcel Bono. À 61 ans, Tane accumule les frais médicaux pour différentes tumeurs cancéreuses. Originaire de l'île de Toureya, il est sans équivoque sur la source de ces pathologies. C'est la cause directe des tirs nucléaires atmosphériques qu'il a vécu depuis son enfance. Les tirs, on les a vécus en direct. On sait comment ça s'est produit et les conséquences qu'il y a eu. Tous les habitants de Toureya étaient exposés à ces essais. Chez nous, les personnes qui ont plus de 50 ans sont rares car tous meurent avant. Fait du hasard ou retombée nucléaire? La preuve est évidente aujourd'hui.
Comme Tahane, beaucoup cherchent à être indemnisés des effets induits liés aux faits nucléaires. Pour le SDIRAF, la proposition de loi engagée par la députée Myriana Arbelow sur le changement du seuil de contamination suscite des interrogations, surtout sur l'engagement de l'État et l'indemnisation des victimes. Aujourd'hui, si on enlève le 1 millisivert, ça veut dire que tous les dossiers qui ont été refusés à l'époque vont devoir être revus. Moi, je doute que l'État accepte, parce que ça voudrait dire alors que le gars qui boit à longueur de journée, le gars qui fume à longueur de journée, ben, l'État va devoir payer, indemniser. Donc je pense que l'État n'acceptera pas. Pour la délégation du suivi des conséquences nucléaires, l'action est portée cette année sur la recherche et la mise à jour des impacts de la radioactivité sur les îles proches des sites de tir comme Hao et Thureia. Des experts scientifiques ont été mandatés pour mener cette enquête. Il faut bien le dire, aujourd'hui, on est un peu toujours dans cette espèce de secret autour des impacts. C'est pourquoi nous avons besoin et de scientifiques, mais aussi de toute la population pour qu'on puisse être vraiment plus engagé dans la recherche de la vérité, sans pour autant verser dans le fantasme ou dans la haine. Hein. La proposition de loi portée par la députée sera finalement examinée à la fin de ce mois de janvier à l'Assemblée nationale. Si elle passe, elle facilitera une meilleure prise en charge des dossiers d'indemnisation pour les nombreuses victimes des essais nucléaires entre 1966 à 1974. Et on reste dans l'océan Pacifique pour parler cette fois du comportement des requins. Il y a 10 jours, un plongeur en bouteille a été attaqué en Nouvelle-Calédonie et là-bas, le sujet fait débat. Certaines pratiques dangereuses qui visent à attirer les squales modifient également leur comportement face aux plongeurs. Le reportage de nos confrères de Nouvelle-Calédonie la première. Un bateau parti depuis Nouméa pour une croisière plongée de plusieurs jours s'arrête sur le site du Grand Coude de Kélé à Bouraï. Alors que les plongeurs sont en exploration, un des moniteurs est attaqué par un requin qui le mord à 2 reprises au niveau des bras. Dans le milieu de la plongée en Nouvelle-Calédonie, cette attaque interpelle. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer l'agressivité soudaine d'un requin envers un plongeur en bouteille ? Nous avons recueilli le témoignage d'une des personnes présentes au sein de la palanquée au moment de l'attaque. Pour garantir l'anonymat du témoin, une lecture sera faite de son témoignage. J'étais présent au sein de la palanquée lors de l'incident impliquant un requin le 3 janvier au Grand Coude de Kélé. Et j'estime nécessaire de préciser que cette rencontre n'était pas non provoquée. Le comportement du requin bulldog était une réaction directe au craquement acoustique d'une bouteille d'eau en plastique. Je témoigne aujourd'hui car des données précises sont le seul moyen pour les organisations et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prendre des décisions éclairées en matière de gestion des requins. Je souhaite éviter une réaction officielle excessive, telle que l'abattage de requins, qui survient souvent lorsque les faits d'un incident sont mal compris. Faire en sorte que la vérité soit connue aide également à protéger l'industrie locale de la plongée contre les dommages économiques qu'une peur inutile peut causer. Dans un autre témoignage, un couple de touristes affirme également avoir assisté à du craquage de bouteilles lors d'une plongée en Nouvelle-Calédonie en octobre dernier. Une chose que l'on a observée, c'est que les moniteurs avaient amené sous l'eau des bouteilles en plastique lors des plongées afin de pouvoir créer ce son de craquement dans l'eau et pour attirer les requins. C'est une façon de procéder très dangereuse car on ne sait pas exactement comment les requins peuvent réagir à ça. Je pense qu'il y a une différence entre essayer de déclencher délibérément un certain comportement au lieu de juste se contenter d'observer comment l'animal évolue dans son milieu naturel. Contrairement au nourrissage des requins, cette technique de craquage de bouteilles n'est pas interdite en Nouvelle-Calédonie. Selon Claude Maillot, qui répertorie depuis des années les attaques de requins, cela pourrait en partie expliquer l'attaque du 3 janvier. Une bouteille d'eau, à moitié remplie d'air qu'on fait craquer sous l'eau. Alors l'explication qui est avancée, c'est que ça pourrait reproduire le craquement d'un squelette de poisson qui est dévoré par un requin. Une technique qui n'est pas pratiquée par le club de plongée de Bouraï. Le gérant emmène régulièrement ses clients plonger vers le Grand Coude de Kélé. Selon lui, sans stimuli humain, les squales ne montrent aucune agressivité envers les plongeurs bouteilles. On a dû faire des milliers de plongées sur ce spot-là. On a toujours croisé des requins. On a croisé souvent du gris, du bulldog, du léopard, du pointe blanche. On a même eu du mocaran. On a toujours eu plein de requins. On n'a jamais vu un comportement comme ça. Ouais, ça s'est passé comment ? Selon le gérant, l'attaque de samedi dernier a déjà un impact sur la fréquentation de son club. J'ai déjà eu 7 annulations.
Donc c'est-à-dire plus de la moitié des plongeurs qui devaient venir plonger, ils ne sont pas venus. Depuis dimanche, il n'y a quasiment plus de coups de téléphone. Donc ça va me faire un gros impact sur l'activité du club, quoi. Cette attaque déclenche à nouveau de vives discussions autour de la prévention du risque requin en Nouvelle-Calédonie. Dans un communiqué, la province sud rappelle que les opérations de régulation engagées depuis juin 2019 n'ont pu se poursuivre en raison des recours déposés par l'association Ensemble pour la planète. De son côté, cette dernière répond en dénonçant, je cite, une instrumentalisation de drames humains. L'information principale de ce lundi 12 janvier, c'est la fin des vacances pour plus de 47 000 élèves polynésiens. Aujourd'hui, c'était la rentrée des classes, synonyme d'embouteillage, de réveil matinal et d'organisation pour les parents. À Moorea, il y a eu des perturbations pour le transport scolaire, des retards tout simplement, mais tout serait rentré dans l'ordre. Et puis vous avez du temps et de l'argent. Si vous avez du temps et de l'argent pour partir en vacances, un vol charter direct pour Rapa Nui est prévu en février pour assister aux festivités du Tapati, l'équivalent de notre Heiva. Sur vos écrans, ce soir, votre série 911, puis le téléfilm Boxing Day. C'est la fin de votre journal. Merci de votre fidélité. Vos rendez-vous d'information en radio demain matin, ce sera avec Élodie L'Argentan et Tawar Ili. Passez une très belle soirée. À demain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.